Bonjour, donc voici ma vidéo pour mon examen oral final. J'ai mon PowerPoint juste à côté, donc je vais regarder un peu. Mais donc c'est ça. Donc la première question que j'ai choisie, c'est expliquer en quoi les fake news, fausses nouvelles, représentent une menace à la souveraineté démocratique. Donc, pour commencer, j'ai cherché c'était quoi une fake news pour avoir une bonne définition. Et celle que j'ai trouvée, c'était que de l'expression anglaise, fake news, ça signifie fausse nouvelle. Donc, ça désigne des informations fausses, des informations qui sont souvent volontairement truquées ou, c'est ça, truquées pour dire des mauvaises nouvelles à d'autres gens. Et comme on a vu en classe, il y a différents types de nouvelles. Donc, je vais vous en présenter 3 sur 6 qu'on a vus. Il y a la désinformation. Donc, ça serait une fausse nouvelle qui est dite dans le but, justement, de truquer quelqu'un ou d'induire en erreur cette personne-là. Ensuite, il y a la malinformation. C'est une information qui est comme partiellement prise hors contexte. Donc, la personne va entendre ça, mais ça va pas être nécessairement le bon contexte qu'elle va le redire à une autre personne. Donc, la malinformation. Et pour finir, la mésinformation, qui est une information qui est reliée à quelqu'un, mais que cette personne-là pensait qu'elle était vraie. Donc, c'est pas dans le but de vraiment truquer l'autre personne, c'est juste parce que cette personne-là pensait que c'était vrai, donc elle est allée lui dire. Et il y a aussi ceux qu'on a vus en classe, la légende urbaine, la propagande et la satire. Les fake news sont vraiment présentes dans tous les aspects de notre vie parce que avec les réseaux sociaux, les médias, un peu tout, on peut se faire truquer par plusieurs informations si on prend pas le temps de chercher nécessairement si c'est vrai. Donc, comme dans les élections présidentielles avec Trump et toutes ces histoires, il y a beaucoup de fake news là-dedans. Mais aussi dans la COVID, ce qu'on a vécu, il y avait beaucoup de personnes qui créent des informations, des malinformations pour truquer les personnes. Je peux penser à justement quand on parlait que les vaccins avaient des puces. Quand on se faisait injecter notre vaccin, on allait avoir une puce. Puis ça, c'est vraiment mauvais pour la société. Je vais en reparler après, mais ça peut induire plusieurs personnes en erreur. Puis après ça, ces personnes-là vont plus vouloir aller se faire vacciner alors que c'est très important pour ne pas attraper la COVID. Donc, voici peut-être quelques statistiques que j'ai vues dans les notes de cours, mais aussi en dehors dans mes recherches. Il y aurait 80% des adultes américains qui ont consommé des nouvelles. Donc, 80% qui ont consommé, mais on ne sait pas s'ils y ont vraiment cru. Et au Canada, ce sont 9 personnes sur 10 qui ont déjà été bernées par des fausses nouvelles. Donc ça, c'est quand même très intéressant de voir parce que oui, ils ont lu, mais ils ont quand même cru à ces fausses nouvelles-là. Aussi, j'ai une citation qui dit qu'au Canada, le taux de personnes qui ont admis avoir été trompées par des fausses nouvelles est légèrement supérieur à la moyenne mondiale, qui s'établit à 86%, et la moyenne nord-américaine qui s'établit à 87% selon le sondage. Donc, au Canada, on est plus berné par la moyenne mondiale. C'est quand même fou à voir. Et aussi 86% de la population qui sont tombés dans le piège des fake news. Donc, tomber dans ce piège-là, c'est pas... c'est vrai, c'est des choses qui arrivent pour beaucoup de personnes parce que on prend plus le temps d'aller chercher si tout ce qu'on voit est vrai à cause des réseaux sociaux qui sont tellement accessibles rapidement. Tu vois une information, tu y crois directement parce qu'on prend plus le temps d'aller chercher. Et justement, c'est ça qui est la réelle menace, c'est ça qui représente une menace pour notre souveraineté démocratique parce que ça crée beaucoup de confusion entre chaque personne. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Aussi un déclin de la culture parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont justement pas prendre le temps d'aller chercher cette information-là. Donc, ils vont juste y croire tout de suite. Puis, ben, ça va pas être de la bonne culture justement parce que cette information-là va être fausse. Et ça peut, justement, comme je disais tantôt avec la COVID, mener à de la santé, une menace à la santé publique parce que justement, les gens vont croire des fausses informations, puis ils vont commencer à plus aller se faire vacciner, ils vont croire que tout ce qui est dans la santé publique est mal, alors que c'est pas vrai parce que personne n'est allé vérifier cette information-là. Et pour finir,
j'ai vu que ça peut qu'il peut y avoir un accroissement de la violence à cause des fake news. Parce que justement, j'ai vu dans un exemple que suite à un post Facebook, il y avait eu... c'est ça, suite à une publication Facebook, il y avait eu un propriétaire musulman qui avait, selon la publication, violé 2 employés bouddhistes. Et cette publication-là avait créé une émeute de 500 personnes. Puis 2 personnes avaient été tuées dans cet événement alors que ça avait même pas été vrai. Le post avait été même pas fondé, ça avait été fait pour berner certaines personnes et ça a créé une émeute vraiment énorme pour un post qui était même pas vrai. Donc, pour ma deuxième question, ça va être dans quelle mesure les intelligences artificielles remettent-elles nos valeurs sociales et démocratiques, notamment en ce qui concerne la vie privée, la liberté individuelle et la gouvernance? Donc, j'ai commencé dans un petit peu plus ce qui est la vie privée. Je suis allée dans la surveillance de masse de l'IA. Qu'est-ce qu'elle fait pour rendre notre vie plus vraiment privée qu'elle l'était avant. Donc, je peux commencer avec l'analyse de données. On donne beaucoup de données à tout ce qui est nos téléphones, nos ordinateurs. Puis, ces données-là peuvent être comme la reconnaissance faciale. Juste quand on ouvre notre téléphone, ils ont chaque partie de notre visage notée dans nos données. Ou encore, tout ce qui est des publicités privées, des publicités ciblées. Justement, ces publicités-là sont ciblées parce qu'on a donné justement des choses qu'on aime ou rechercher des trucs intéressants. Ou encore, ils nous écoutent beaucoup quand on parle. Donc, toutes les publicités ciblées peuvent être aussi des publicités qui ils nous ont entendu parler, donc ils vont mettre une publicité pour qu'on achète. Par exemple, si je parle d'un vêtement, la publicité d'un vêtement va sûrement surgir sur mon téléphone juste parce qu'ils m'ont entendu dire le mot de ce vêtement-là. Puis les données peuvent être aussi collectées beaucoup en masse, comme quand on rentre dans une application, il faut donner notre âge, notre nom, ou alors où on habite, notre numéro de téléphone, notre email. Toutes ces informations-là sont des données qu'on donne assez facilement à nos téléphones, mais qui ne devraient pas nécessairement être données aussi facilement, justement. Et ces données-là peuvent être mal sécurisées. Elles sont prises par n'importe qui, n'importe quand, alors que c'est des informations quand même très importantes qu'il faudrait essayer de garder plus en sécurité. Mais j'ai cherché que quand même les Canadiens estiment avoir quand même une bonne connaissance de leurs droits en matière de vie privée. Donc, ça dit à peu près le 2/3 estiment avoir une bonne ou très bonne connaissance de leurs droits en matière de vie privée. Donc ça, c'est quand même une bonne donnée intéressante parce que si on n'est pas conscient de ce qu'on donne à nos téléphones... Mon téléphone avait plus de stockage, donc j'ai dû effacer des vidéos. Mais je vais reprendre où j'étais rendue. Je crois que j'étais en train de dire que c'est quand même important d'avoir une bonne connaissance de notre vie privée et de toutes nos données qu'on peut donner à nos téléphones ou à l'IA. Parce qu'ils l'utilisent tous les jours pour cibler justement des publicités ou les utiliser pour leur application ou leur programme. Donc, une autre citation que j'avais vue, c'était que plus précisément, 75% règlent leurs paramètres pour limiter les renseignements personnels communiqués sur leur appareil et 74% choisissent de ne pas installer une application ou de la désinstaller pour qu'ils ne souhaitent pas fournir les renseignements qu'on leur demande. Ça, c'est quand même très intéressant aussi que les personnes soient au courant que justement, quand on donne des renseignements personnels, ils peuvent faire des choses avec et que je pense que c'est une des bonnes choses à faire de désinstaller ou de ne pas installer justement une application pour qu'ils ne prennent pas nos données.